Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Julien Drey. Bonjour. Alors, inauguration hier du salon de l'agriculture sous tension pour Emmanuel Macron, où les militants de la coordination rurale, un syndicat réputé proche du Rassemblement national, étaient venus pour en découdre. Alors comment, dans ce contexte, répondre à la colère des agriculteurs? La solution passe-t-elle par plus ou par moins d'Europe? Quel message, en tout cas, adressé aux Français à moins de 4 mois des élections européennes? Et puis la gauche peut-elle être à ce rendez-vous et comment? Et puis il y a aussi la guerre d'Israël contre le Hamas. Quid de ses conséquences en France? La stratégie pro-Hamas de Jean-Luc Mélenchon et de ses camarades de LFI met-elle en danger les juifs français? Mais pour commencer, si vous le voulez bien, Julien Drey, les 2 ans de la guerre de Poutine en Ukraine met-elle en danger la paix du monde? Sommes-nous à la veille d'une 3e guerre mondiale? Troisième guerre mondiale, je dirais, le terme est toujours osé, mais nous sommes dans une période nouvelle depuis maintenant 2 ans et qui peut conduire à des conflits majeurs. Voilà. C'est-à-dire conflits majeurs, c'est-à-dire des confrontations majeures entre des puissances qui sont pour l'instant, je dirais, se retiennent. Je pense notamment à tout ce qui est l'Europe, les États-Unis, mais la Russie a une position très agressive, a reconstitué un front autour d'elle. Elle a marqué des points diplomatiquement, il faut être honnête, en reconstituant ce front, c'est-à-dire en recréant une alliance avec l'Iran, avec la Chine, avec la Corée du Nord. Hein. Avec la Corée du Nord, évidemment. Et donc, il y a aujourd'hui une menace réelle qu'on ne peut pas sous-estimer et avec laquelle on ne peut pas, je dirais, jouer. Voilà. Donc, l'Ukraine est la première ligne de confrontation. Et c'est pour ça qu'elle doit être soutenue. Il faut essayer d'arriver à une solution politique, parce qu'il y a toujours la nécessité de trouver cette solution politique, mais la solution politique, c'est de ne pas abandonner l'Ukraine, c'est de maintenir l'Ukraine dans son intégrité territoriale. Armer l'Ukraine de manière intensive? Armer l'Ukraine de manière à ce qu'elle puisse résister et, je dirais, ne pas se laisser enfoncer, parce que c'est le risque du printemps, c'est-à-dire qu'il y ait une nouvelle offensive russe qui vise à conforter je dirais, ses prises de position territoriale. Donc, il faut une meilleure stabilité en Ukraine. On voit bien qu'il y a des tensions internes. Les Ukrainiens sont fatigués, et c'est normal. Ils commencent à avoir, non pas simplement des pénuries d'armement, mais aussi des pénuries de combattantes et de combattants. Donc, il faut les soutenir, et il faut en même temps ouvrir une perspective politique. Alors, il y a eu ces fake news sur l'assassinat, ce vrai faux assassinat d'Emmanuel Macron à Kiev, cette vraie fausse tentative d'assassinat d'Emmanuel Macron à Kiev, ces faux graffitis anti-Zelensky, ces étoiles de David à Paris, la Russie, où vient de mourir l'opposant Alexis Navalny, a accentué son opération de déstabilisation de la société française, notamment dans la perspective des élections européennes. Comment répondre à la menace russe et à sa volonté de déstabiliser la France? Par la fermeté et par, je dirais, une fermeté réelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire comme ça, dans un certain nombre de salons, qu'on est en tri poutinien et en même temps essayer de trouver un accord en sous-main. Poutine est la reconversion, est le produit de la reconversion de ce qu'était le KGB dans l'Union soviétique. Il vient du KGB. Hein. Il vient du KGB en FSB. C'est-à-dire que l'appareil sécuritaire a repris totalement le pouvoir en faisant croire à un moment donné à la chute du système stalinien. C'est pour ça que Poutine est un néo-stalinien. Et sa vision du monde, c'est une vision néo-stalinienne. C'est-à-dire qu'il veut reconstruire cet empire qu'avait construit Staline en écrasant les peuples et en écrasant y compris son propre peuple. Voilà pourquoi il n'y a aucune concession possible à faire. Comme ça avait été le cas pour Mitterrand face à l'URSS de Brejnev, je crois que c'était en 83. Hein, comme ça avait été le cas de François Mitterrand, quand il avait notamment dit « Les pacifistes sont à l'ouest, mais les SS-20, c'est-à-dire les fusées qui menaçaient l'Europe, sont à l'est. » Et là, c'est la même chose. Et il y a, je dirais, une tentation d'une partie de l'intelligentsia française, internationale, qui viserait à renvoyer dos à dos Poutine et l'impérialisme américain, disant nous avons une forme de neutralité à avoir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de considérer que ce changement de posture de Poutine exige un sursaut collectif, et de quel ordre? Oui, Emmanuel Macron, je suis d'accord avec l'analyse qu'il y a un tournant dans la politique de M. Poutine.
On peut considérer qu'en 2014, les accords de Kiev que François Hollande avait négociés étaient des bons accords. On peut considérer que le gouvernement de l'Ukraine de l'époque, emmené par M. Poroshenko, n'a pas respecté comme il le fallait ces accords. Tout ça, je veux bien l'accepter. Mais l'agression russe, telle qu'elle a été planifiée et organisée, n'était pas simplement la revanche par rapport aux accords de 2014. On sait maintenant qu'il y avait une tentative totale de déstabilisation du régime ukrainien, non pas forcément une conquête de l'Ukraine, mais d'installer un régime qui soit à la solde de Moscou. Oui, un régime frère, ou si vous voulez, un régime qui soit à la solde de Moscou. Voilà. Pour faire ce qu'a été... parce que c'est le vieux rêve. C'est pour ça que je dis que c'est un Austinien. Il veut reconquérir et refaire. Donc, et François Hollande, à l'époque, d'ailleurs, avait bien vu les choses quand il avait mis son veto sur la livraison d'une frégate à la Russie. Et François Hollande l'avait anticipé, mais je regrette même, si vous voulez, je peux le dire, parce qu'on en a discuté ensemble à l'époque, qu'au moment où les tensions étaient extrêmes, il n'ait pas été utilisé comme il le fallait pour essayer d'ouvrir une solution politique, parce qu'il avait l'autorité pour le faire, et l'autorité notamment auprès de M. Poutine. Je pense aux mois qui ont précédé. Et je pense qu'il a eu tort de ne pas aller à Moscou, comme je lui avais proposé, pour mettre les points sur les i. Voilà. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui a flotté, avec un rôle un peu trouble de l'administration américaine, très influencé. Obama. Oui, de M. Obama, qui, malgré tout, a joué un rôle néfaste dans cette affaire-là. Alors, retour à l'actualité, on va dire franco-française, avec ses débuts chaotiques pour Emmanuel Macron, salon de l'agriculture, c'était hier. D'abord, sur la méthode Macron, les militants de la coordination rurale voulaient l'empêcher d'inaugurer le salon, de déambuler dans ses allées et de débattre avec les agriculteurs. Il a inauguré le salon, où il a passé près de 13 heures, débattu avec les agriculteurs et leurs syndicats. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Emmanuel Macron, c'est un personnage assez complexe. C'est-à-dire qu'il n'est bon que dans la plus grande des adversités. C'est à ce moment-là que tout d'un coup, on a l'impression qu'il va au fond de lui-même, qu'il cherche des forces, qu'il les trouve et qu'il est en capacité. Voilà. Ça me fait penser un peu c'est un peu désagréable, je veux dire, au lièvre de la fable de La Fontaine. C'est-à-dire, il laisse la tortue avancer, puis à un moment, il se rend compte que, et alors là, il sort toutes ses forces et il arrive. Donc hier, on a eu, évidemment, je dirais, la quintessence de tout ça. C'est-à-dire un salon qui commence très mal, des tensions qui sont pas simplement spontanées, On va en parler. Et qui visait effectivement à une vraie déstabilisation, et un président qui a cette solidité, qui n'a pas paniqué, qui est resté, qui a parlé, et qui à la fin finalement donne le sentiment qu'il a quand même trouvé les voies d'un dialogue restauré avec les paysans, dialogue nécessaire parce que la crise est réelle et les difficultés sont très profondes pour les agriculteurs français. Tout a commencé ou a été accentué avec cette vraie fausse invitation au soulèvement de la terre. Oui, je pense certainement que c'est pas lui en tant que tel. Je crois qu'il est sincère quand il dit que c'est pas lui qui les a invités, mais il semblerait que dans son entourage, il y ait des gens qui, effectivement, sont des ex-écolos. Il y a eu une déclaration du porte-parole du soulèvement de la terre ce dimanche matin qui dit « On n'a pas été invité formellement. Quelqu'un d'un cabinet a essayé de récupérer notre numéro de téléphone. » Donc, ce n'est pas une invitation. Hein. Il semble que des conseillers aient envisagé la possibilité de, peut-être pas forcément d'ailleurs en référant directement à l'Élysée, ça arrive. Voilà, et donc il y a eu un pataquès. L'erreur qu'a commise l'Élysée, c'est de ne pas tout de suite, quand les bruits ont commencé, communiquer là-dessus. C'est-à-dire quand même, il y a eu un flottement d'une trentaine d'heures où on n'a pas dit, mais attendez, on n'a rien à tout voilà. Bon. Donc mais parce qu'il y a, c'est toujours la même chose, il y a une influence très prégnante de courants qui ont une certaine vision du développement agricole français, qui est plutôt dans la logique de la décroissance, je dirais, et qui effectivement voit les paysans comme des agresseurs de la terre. Alors, sur le fond, est-ce que la solution, ce sont les prix planchers annoncés hier, la solution à la crise agricole, annoncée hier par Emmanuel Macron ? Ça, il faut faire très attention, parce que je comprends que les agriculteurs veuillent garantir leurs revenus. Et le fait d'avoir des prix planchers est une manière de garantir leurs revenus. Mais il faut faire attention que ce ne soit pas finalement le consommateur qui finisse par payer. Parce que le vrai problème de l'agriculture française, les vrais problèmes qui sont posés, sont d'abord une concurrence totalement déloyale, et y compris au sein de l'Europe. Donc le problème, c'est l'Europe ? Le problème, il y a une partie du problème qui est l'Europe, évidemment. L'Europe ou la grande distribution ? Alors c'est les deux. C'est-à-dire, vous avez d'un côté l'Europe qui aide au travers de la PAC et l'agriculture française
en bénéficie, mais une partie de l'agriculture française en bénéficie, notamment les grandes entreprises françaises céréalières. Mais une autre partie est soumise à une concurrence totalement déloyale, notamment sur les produits fruitiers, sur la viande, etc. Et c'est vrai que l'inquiétude supplémentaire, c'est l'arrivée de l'Ukraine dans ce grand marché agricole qui, à ce moment-là, a vu notamment que l'Ukraine, c'est quand même un grenier à blé, pourrait encore plus déstabiliser. Avec l'annonce hier donc, par Emmanuel Macron que les denrées ukrainiennes seraient surtaxées désormais. Oui, parce que sinon la concurrence est totalement déloyale. Donc il faut que la France défende ses paysans dans la concurrence déloyale qui est en cours. Il y a la concurrence, elle existe, bon d'accord, mais la France a des très bons produits agricoles et elle se trouve aujourd'hui pénalisée par des prix qui ne sont pas respectés par ses concurrents déloyaux, avec derrière, et il faudra traiter cette question-là, la question de la mutation et notamment la question des pesticides. Et là, il y a effectivement pour la France une nécessité de taper du poing sur la table. Et de la transition écologique. Un des éléments de la transition écologique, c'est la lutte contre les pesticides. Alors au passage, est-ce que contre certains produits. Voilà. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison il l'a fait hier, de pointer la coordination rurale et ses connexions avec le Rassemblement national? Le problème, c'est la manière dont l'agriculture française est organisée. Depuis maintenant 50 ans, la politique agricole française, elle est co-gérée par la FNSEA, qui gère l'ensemble du dispositif, je dirais, de solidarité agricole, les banques, les coopératives, etc. Et souvent, la FNSEA, elle est dans la main des grands agriculteurs céréaliers. Et quand il y a de la colère, elle fait semblant de chevaucher cette colère et elle négocie pour ses propres intérêts. Et donc il y a eu cette scission. Et donc elle laisse... Voilà. L'erreur qu'a commise, d'après moi, qu'ont commis beaucoup de gouvernements, c'est de se mettre dans les mains de la FNSEA et de ne pas discuter avec d'autres formations, comme notamment la Confédération paysanne, qui ont une vision du développement de l'agriculture qui, d'après moi, est plus raisonnable et plus progressiste. Par rapport, voilà. Coordination rurale et Rassemblement national. Non, je parle de la Confédération paysanne. Oui, j'ai compris. La coordination rurale, c'est une structure qui apparaît comme ça et dont on voit qu'une grande partie sont quand même des anciens responsables ou des responsables actuels du Front National. Donc ils sont d'ailleurs, il n'y a pas de hasard, je dirais, ceux qui ont connu la mobilisation des Gilets jaunes et qui ont participé ou ont été des observateurs attentifs, j'en ai été, ont retrouvé des traits symboliques de ce qui s'était passé, notamment dans cette fameuse manifestation des Champs-Élysées où avait été attaqué l'Arc de Triomphe. Est-ce que ça et veut c'était dire pas les Gilets jaunes qui attaquaient à ce moment-là l'Arc de Triomphe. Ceux qui ont conduit l'offensive, c'était un mouvement qui a été dissous, qui s'appelait Génération Identitaire, et qui ont essayé d'entraîner les Gilets jaunes dans cette opération-là. Et hier, on a vu, il y a des dialogues d'ailleurs, des images qui sont significatives, des responsables de l'extrême droite et de groupes proches de l'extrême droite essayer d'entraîner vous savez, dans l'extrême droite française. L'un de ces militants de la coordination rurale disait: on va le dégager, Macron, oui, parce y compris par la violence. Il y a dans l'extrême droite, et c'est un bon rappel, et une bonne piqûre de rappel par rapport à ceux qui, ces dernières semaines, disaient il y a toujours la nostalgie du 6 février 34. Ah oui, vous croyez? Et hier, c'est ce qu'on a vu? Je pense. Ben oui, quand vous dites on va le dégager, c'est ça. Ouais. C'est la même chose que ce que criaient les manifestants. Et ils disaient on est chez nous. Oui. Alors, ce on est chez nous est assez symptomatique. C'était le cri des générations identitaires au moment de la manifestation. Donc il faut, et je pense que les paysans qui ont intérêt aujourd'hui à rester populaires dans le pays doivent s'écarter de ces manipulations politiques. Ils doivent défendre leurs revendications dans le calme, dans la sérénité, en faisant valoir leurs droits. S'ils se font balader par le pouvoir, ils doivent le dire et ils doivent le faire savoir, mais il faut faire attention que ce mouvement ne soit pas caricaturé par des gens qui n'ont rien à voir avec les intérêts réels de la paysannerie française, mais tout avec la déstabilisation politique. Est-ce que ça veut dire qu'il souffle un vent d'extrême droite sur l'agriculture française et sur la colère des agriculteurs? Non, il souffle un vent d'extrême droite dans tout le pays. Ouais. Faut être honnête, dans tout le pays, toutes les colères sont aujourd'hui récupérées, parce que l'extrême droite arrive à se donner cette image qu'elle est porteuse de toutes les colères et qu'elle les représente. Même si, quand on regarde son programme, on voit que son programme ne porte rien. Je prends un exemple, la sortie de l'Europe, la sortie de la France de l'Europe serait une catastrophe pour l'agriculture française. Voilà. Et croire que... Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que l'agriculture française, elle est biberonnée
aux subventions Oui, européennes. c'est un des pays qui touche le plus de subventions de l'Europe. Voilà, donc on a besoin de cela, comme on a besoin d'une Europe forte face justement à la menace que représente le néo-stalinien M. Poutine. Bon, voilà. Donc il y a une extrême droite qui surfe sur ses colères avec habileté, il faut être honnête. C'est-à-dire, on présente un genre idéal qui est M. Bardella, qui est la coqueluche maintenant du tout Paris, parce que il est, je l'appelle le gendre idéal. Bon, et on met en retrait un peu Marine Le Pen, qu'on prépare pour d'autres choses, mais derrière, et toutes les enquêtes le montrent, il y a peut-être une belle image à Paris, mais sur le terrain, il y a toute une série de réflexes qui n'ont jamais disparu. Ça veut dire, est-ce que cette crise agricole n'est pas pain béni pour le RN et pour la liste de Jordan Bardella aux européennes? Si, parce qu'on voit bien ce qui va se passer. Je l'ai dit, on a un pays qui est dans d'extrêmes difficultés, on a une politique gouvernementale qui n'a pas su répondre à un certain nombre de colères ou qui est toujours en retard ou à un temps de retard par rapport à ces colères, même si après il y a des efforts qui sont faits sur le plan financier. Et donc, effectivement, on a comme seul porte-parole de cette colère et donnant le sentiment qu'il est une issue parce qu'il n'a jamais exercé le pouvoir et parce que donc il peut se présenter comme étant neuf. Vous savez, c'est la conversation que vous avez souvent. On a tout essayé, alors on va essayer le Front National. Voilà. Mais on va essayer quoi du Front National? Quelle politique? Parce que la question qui est posée, c'est derrière, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je prends un exemple dont on parle très peu en France. Madame Meloni a été élue en Italie avec un programme qui était totalement de fermeture des frontières. Donc là, c'est sur l'immigration. Voilà, je prends ça là. Ouais. Et même un programme qui sentait bon, je dirais, une sortie de l'Europe. Hein. Résultat, quelques mois après... Elle est aujourd'hui la meilleure copine de Mme von der Leyen. Ouais. Et dans ce contexte, qu'est-ce que vous attendez des élections européennes de juin? Donc c'est dans moins de 4 mois. J'attends que la gauche, celle que j'aime, là, celle qui est républicaine, celle qui est laïque, celle qui est universaliste, se retrouve, je dirais, une autorité dans le pays et montre qu'elle n'est pas simplement dans un discours protestataire, qu'elle n'est pas dans le bruit et la fureur, mais qu'elle est capable de porter un projet alternatif. Raphaël Glucksmann, il est celui qui peut faire ça? Vous allez voter pour sa liste? Je ne sais pas encore, parce que je regarderai, moi, vous savez, je vais Vous être n'êtes pas sûr attentif. encore hein? Mais non, je n'ai pas fait mon choix pour une raison Vous simple. pourriez voter pour la liste Renaissance? Laissez-moi finir. Ouais. Je ne sais pas si j'ai pas fait mon choix. Non, je vais pas voter à droite. J'ai jamais voté à droite. C'est droite Renaissance? Voilà. Oui, pour moi, c'est quand même un gouvernement qui aujourd'hui a marqué. Voilà. Jamais voté dans ma vie à droite. Je n'ai pas de vocation à rallier quoi que ce soit. Je peux discuter, dialoguer, avoir un comportement républicain, mais moi, je suis un homme de gauche, attaché à une certaine gauche réformiste, volontaire, laïque, européenne. Je cherche à ce que cette gauche renaisse. Est-ce que M. Glucksmann va être un élément qui va permettre cette renaissance par la manière dont il va mener sa campagne, par le rassemblement qu'il va opérer? Oui, il ne faut pas qu'il soit la coqueluche du tout Paris, lui aussi. C'est parti pour ça? C'est pas sur tous les plateaux que ça se joue. Quand je vois des rassemblements se faire qui sont pour le moins hétéroclites autour de lui, qui vont de gens que j'aime bien comme Daniel Cohn-Bendit à Monsieur Main, etc., je lui dis il faut faire attention. Voilà, c'est pour ça que je vais regarder. Et puis il y a aussi, ça va compter énormément, mais on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi le 7 octobre. Il y a aussi pas que le 7 octobre. Là. Et la manière dont on analyse ce qui est en train de se passer au Proche-Orient. On va en parler. D'abord la politique et la France, même si c'est lié d'ailleurs. Comment donner envie d'Europe alors que les agriculteurs reprochent à l'Union d'avoir contribué à les fragiliser? On en a parlé. Alors que la guerre de Poutine contre l'Ukraine déstabilise le monde, on en a parlé aussi. Et alors que Trump menace de ne plus garantir la protection des pays de l'OTAN face à la Russie. Clair, moi, je pense que dans le débat sur l'Europe, il va falloir clarifier les choses. Ouais. Et la question de l'Ukraine est révélatrice de ça. La grande erreur qui a été commise dans les années 90, à la chute du mur de Berlin, on a voulu accueillir tout le monde, sans mettre aucune règle. Et résultat, on a une Europe qui est quasiment ingouvernable, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc là, on précise les choses. Hein. Donc là, vous parlez de ce qui était les ambitions de Jacques Chirac notamment. Non, mais pas que de Jacques Chirac, il faut être honnête. C'est lui qui avait lancé mais il faut être honnête, la gauche a contribué à cela. Non, mais c'est lui qui était président à l'époque, c'est pour ça. Mais la gauche a contribué à cela. Il ne faut pas cacher cette responsabilité-là. Nous ne sommes pas opposés à cette ouverture tous azimuts, et c'était un débat, y compris qu'il y avait au sein du Parti socialiste, et que je menais avec un certain nombre de mes camarades. Donc on disait, il faut d'abord approfondir avant d'élargir. Et on a élargi sans approfondir.
Voilà, c'est ça le débat. Ben là, la question qui est posée, c'est à nouveau, est-ce qu'on va continuer à faire des choses qui deviennent ingouvernables et où le plus petit État européen peut bloquer toute décision, toute avancée? C'est pas méprisant ce que je dis, mais c'est comme ça que ça se passe aussi. Et en général, d'ailleurs, François Hollande le racontait très bien. Il disait, vous pouvez avoir des nuits entières où on croit qu'on discute d'un sujet, mais en fait, dans les couloirs, celui qui bloque, il négocie autre chose et en général, il négocie des sous. Voilà. Et ça finit toujours comme ça. Voilà. Donc, il y a un noyau dur à constituer en Europe qui n'a pas été constitué. Je pense que le noyau méditerranéen, je pense que la façade méditerranéenne de l'Europe doit s'organiser comme un sous-ensemble et doit être beaucoup plus On dit ça unie. depuis des années. Oui, mais là, c'est possible. Ça s'est jamais fait. Hein. Je pense que dans cette élection, ceux qui porteront cette idée-là seront entendus et nous pourrons, à partir de là, au Parlement européen, commencer à organiser cette coordination. Mais moi, je pense qu'il y a une Euroméditerranée à construire, que c'était une bonne idée, qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. De Nicolas Sarkozy, notamment. Entre autres, par exemple, et qu'elle n'a pas été portée jusqu'au bout. Et ça, c'est une erreur. Parce que c'est elle qui, aussi, cette coordination pourra mieux gérer la question des flux migratoires et des tensions que ça génère en ce moment à l'intérieur de nos pays. Ces élections européennes, c'est quoi? Et puis, c'est aussi un rapport de force qui se crée. Parce que le centre de l'Europe, il est en train de se déplacer. Vous voyez désormais la place que la Hongrie, la Pologne, et avec des préoccupations qui sont respectables pour ces pays. Leur obsession, c'est la Russie. Notre obsession à nous, c'est un fonctionnement intégré. C'est pas la Russie. La Russie est une menace, je l'ai dit, mais c'est pas la Russie qui est notre obsession. Alors, ces élections européennes, elles vont avoir valeur de test ou pas, test national ou pas? Est-ce que ça doit être un référendum pour ou contre Macron, pour ou contre Attal, et à gauche? C'est un test pour qui et pourquoi? Moi, je pense que... Attendez, la gauche. Pour ou contre la ligne d'Olivier Faure, au PS, celle de Mélenchon et les filles, et au sein de la NUPES? Non, ça sera quoi? Je pense que... je croyais que cette élection européenne allait peut-être permettre des éléments de recomposition à gauche. Je commence à en douter. Pourquoi? Voilà. Parce que je pense qu'on risque de rester dans une forme de confusion, où on est à la fois avec les uns, mais on veut ménager les autres, où on ne sait pas où on est. C'est-à-dire, pour être honnête, c'est la ligne d'Olivier Faure. Moi, aujourd'hui, je ne sais plus. Vous êtes d'ailleurs toujours au PS? Non, je ne suis plus au Parti socialiste. Je suis parti pour la campagne présidentielle. Je suis un homme libre, de gauche, parce que j'estimais que ça ne servait plus à rien. De toute manière, tout ce que je disais dans les bureaux nationaux, on me disait oui et on faisait l'inverse. Vous pourriez reprendre votre carte ou pas? Je ne reprendrai pas ma carte dans le Parti socialiste actuel. Je ne vois pas l'intérêt, d'autant qu'il est réduit à peau de chagrin. Donc les votes ont peu d'importance finalement. Mais il y a besoin de la restructuration d'une grande force de gauche qui soit une force socialiste, pas une force social-libérale, pour être clair. C'est-à-dire qu'il faut à la fois être capable de garder un cap, le cap d'un socialisme, mais en même temps aussi tirer les bilans. Parce que dans la crise de la gauche, c'est pas que la faute à Mélenchon. C'est trop facile. Dans la crise de la gauche, il y a aussi ce qui s'est passé auparavant et les dérives libérales de la gauche qui s'est laissée, qui est devenue une gauche, qui passait d'une gauche offensive à une gauche défensive. Je vais prendre un exemple très simple. Ça a commencé du temps de Hollande ou pas? Ça a commencé bien avant, ça a commencé dans les années 2000. La défaite de 2002, elle est toujours là. Hein. Voilà. Il y avait une campagne qui avait marqué une rupture, pour moi, celle de Ségolène Royal, qui n'a pas été suivie comme il le fallait. Oui, mais vous pouvez hocher de la tête, mais regardons les thèmes qui étaient en avant. Et regardez, le thème de l'ordre... Je pense à l'évolution de Ségolène Royal. D'accord, mais après, chacun... Ouais. Mais regardez les thèmes qu'on mettait en avant, notamment sur l'Europe. Regardez ce qu'on disait sur l'ordre juste. Regardez ce qu'on disait sur la politique industrielle. Je veux bien qu'on réexamine tout ça. Je pensais à son évolution. Non, mais moi, je suis sûr que vous y pensez aussi. Moi, je pense d'abord à ce qu'on a défendu dans cette campagne-là, qui était il y avait eu un vrai travail qui avait été fait. Et on n'a pas fait une campagne en contre à l'époque, on a fait une campagne en pour. Vous dites la campagne parce que vous oui, parce que cette campagne. Voilà, alors que la campagne de François Hollande, je sais bien comment elle s'est passée en 2012, a été d'abord et avant tout conçue comme une campagne contre Nicolas Sarkozy. Ce qui fait qu'après, les choses les plus importantes qu'on a fait, c'est d'augmenter les impôts dans un premier temps. Alors justement, augmenter les impôts. Voilà. On va poser. Donc, ça nous conduit en général, d'augmenter les impôts des classes moyennes et pas et pas mettre des barrières à l'oligarchie financière qui s'est installée et qui fait ce qu'elle veut. Je pense notamment au rôle des banques. Alors, donc voilà, et qu'on retrouve notamment dans la crise agricole. En avant justement, Bruno Le Maire, à propos de l'état des finances publiques qui se sont dégradées selon lui, considère qu'il faut prendre des mesures fortes d'économie, les 10 milliards d'économies, pour renouer avec l'équilibre des comptes publics. Certains au sein du gouvernement, notamment Darmanin, poussent à taxer les bénéfices exceptionnels des entreprises du CAC 40 comme Total. Est-ce que ça peut être une piste
Qu'est-ce que vous en pensez? La question elle est simple, c'est il y a eu la crise du Covid, il y a eu dans cette crise du Covid, la France a joué un certain rôle et ça a permis d'ailleurs, sur le fond, la réélection d'Emmanuel Macron. C'est le quoi qu'il en coûte qui a créé les conditions de sa réélection. Voilà, y compris au regard des crises précédentes. Voilà. Il a bien fait ou pas? Il a bien fait parce qu'il a permis d'éviter. Il a sauvé un certain nombre de choses. Il a sauvé beaucoup. Notamment peut-être le modèle français. Hein. Il a sauvé beaucoup d'entreprises françaises, il a sauvé beaucoup de ménages. Voilà. Donc c'est clair que ça lui a donné l'élan nécessaire pour être réélu à ce moment-là. Bon, maintenant, la question qui est posée, elle est simple. C'est est-ce qu'on laisse, je dirais, cette impunité fiscale qui s'est installée et qui continue, qui fait que des multinationales ne payent aucun impôt en France parce qu'elles sont dans des paradis fiscaux qui sont des paradis fiscaux européens. Hein, ouais. Voilà, ou est-ce qu'à un moment donné, on met de l'ordre... Donc votre réponse est dans votre question. Moi, c'est qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et je vais vous donner par exemple une proposition et que la gauche, justement, pourrait reprendre. Je défends l'idée d'une dotation universelle pour chaque jeune à 18 ans, qui lui donnerait un capital de départ dans la vie, qui lui permettrait de faire ce qu'il souhaite. Vous citiez à l'époque, d'il y a 2-3 ans, 8 000 ou 10 000 euros. Non, j'étais pas à 8 000 euros, j'étais à un capital de départ, donc je l'avais fixé à 50 000 euros. Ah, 50 000 euros. Et j'ai fait exprès de le fixer haut, parce que je pense qu'il faut donner sa chance à chacun de nos Après, il faut jeunes. financer. Ouais. Oui, il faut financer. Bon, il y a une restructuration des aides qui sont données aujourd'hui, qui sont pas forcément bien données, et il y a une taxation à faire, mais pas de nos citoyens, des grandes entreprises. Je pense par exemple très simplement que quand nous utilisons notre portable, nous avons dans la minute qui suit des publicités. Vous et moi, nous devrions toucher des royalties sur ces publicités, puis c'est notre nom qui est utilisé. Nous ne touchons rien. Les grandes multinationales du numérique nous disent « Ah oui, mais on baisse les prix. » Tu parles, la baisse des prix, c'est la concurrence. Bon, donc on n'est pas... ces entreprises-là pourraient abonder un fonds qui permettrait justement de mettre en place cette dotation universelle. On passe le sujet dont vous avez parlé il y a quelques instants. Cette actualité qui nous poursuit depuis plus de 4 mois, qu'avez-vous ressenti, que ressentez-vous depuis le 7 octobre, Julien Drey ? Le 7 octobre, si vous voulez, pour chaque juif dans le monde, parce que je pense que ce n'est pas une question individuelle, pour chaque juif dans le monde, qu'il soit religieux, pas religieux, qu'il soit proche ou pas de l'État d'Israël, de son histoire, de ses événements, c'est un réveil, c'est un rappel, c'est une introspection et c'est des ruptures. Un traumatisme ? C'est plus qu'un traumatisme, c'est une introspection. Donc c'est des ruptures, je vous ai employé le mot rupture. Il y a des tas de gens avec qui on n'a plus envie de parler, à qui on ne sait plus parler. Il y a des tas de gens qui ne comprennent rien. Il y a une découverte d'un mensonge international qui s'installe comme une vérité. Il y a des autorités internationales. Vous pensez à quoi là précisément ? Bon, je pense à l'ONU. Ouais. Je pense à tous ces organismes. Je pense à tous ces ONG. Associations féministes, par exemple. Entre autres, je ne veux pas. Ouais. Voilà, quoi. Et tous ces ONG qui racontent n'importe quoi. Moi, si vous voulez, j'aime le cinéma. On va reparler de la cérémonie des Césars, c'est ça ? Voilà. Mais laissez-moi finir. Ouais. J'aime le cinéma. Voilà. Et quand j'ai été vice-président de la région, pendant plusieurs années, je me suis occupé de dispositifs remarquables que nous avons mis et qui aident au financement du cinéma français et qui permet justement au cinéma français d'exister alors que tout le cinéma européen est lui en crise. Voilà. Mais le cinéma, c'est aussi une forme de vérité. Et moi, je suis d'accord pour que le cinéma soit attaché à des valeurs de paix, de fraternité, qu'il soit contre la guerre et contre les horreurs de la guerre. Mais dans ces cas-là, on a quand même un mot pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc on précise les choses pour nos éditeurs. Donc vous faites référence à la cérémonie des Césars de vendredi, avec des discours de soutien à Gaza. Pas un seul Attendez, on précise les choses. L'occultation des massacres du pogrom du 7 octobre, l'occultation du sort des otages, à part cette timide allusion de Aryeh Voralter, et aussi l'occultation des viols des femmes israéliennes, alors que la soirée était dédiée aux violences faites aux femmes. C'est ça qui m'a perturbé, je veux dire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a évoqué ce qui s'est passé. La guerre, elle n'est pas le produit simplement, je dirais, des désirata de tel ou tel gouvernement. Elle est le produit d'une situation. Voilà.
Et cette Comment vous situation, expliquez ça? cette situation, mais je nie ça parce que c'est ça l'introspection. Le monde du cinéma, il est plus tel que... Si vous me faites Ouais, pas, ouais. ne me laissez pas le temps de répondre, Ouais. je ne pourrais pas. Allez-y. Je vous dis simplement que c'est pour ça que j'ai employé le mot introspection et rupture. Il y a aujourd'hui pour nous, et c'est pour ça que je dis tous les juifs, j'ai employé cette expression dans une émission de télévision. J'ai dit cette guerre, elle a réveillé l'hébreu qui est en moi, voilà, qui était en moi, qui était enfoui. Donc je pensais que je l'avais d'un certain point de vue dépassé par ma vision universelle et mes combats sociaux, etc. Mais elle a réveillé parce que je me suis rendu compte que le monde, lui, ne nous avait pas oubliés et qu'il nous traitait toujours comme des juifs. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est toujours responsable. C'est ce que disait Richard Berry ce matin sur Radio J. Bah oui, et C'est pourtant, toujours la faute aux juifs. on s'est pas concerté, mais on est toujours responsable. Ouais. Quoi qu'il en soit, et dès que on est toujours, nous, je dirais, les porteurs du malheur du monde. C'est nous qui subissons les malheurs du monde, pour l'instant. Beaucoup de gens, je viendrai, sont surpris par votre, on va dire, suractivité depuis 7 octobre. Ça veut dire que vous n'êtes plus le même homme depuis le pogrom du 7 octobre, du Hamas? Non, je pense que, oui, je vous ai dit qu'il y avait des ruptures, il y a une rupture très forte. Moi, quand j'ai vu qu'on m'expliquait que Gaza était une prison à ciel ouvert, et quand je connais malheureusement la réalité de Gaza, je dis là, vous foutez de nous, quoi. Vous mentez. Quand je sais l'aide internationale qui a été donnée à Gaza par rapport à des pays qui, eux, n'ont rien, je pense notamment aux pays africains, qui ont besoin de cette aide, qui ne l'ont pas. Quand je vois l'attention mondiale qui se porte sur cette partie du territoire et qu'on oublie ce qui est en train de se passer au Soudan, quand on oublie ce qui se passe tous les jours à Téhéran, quand on oublie le peuple kurde, quand on oublie ce qui se passe dans d'autres États, mais qu'on ne parle que de ça, et toujours en désignant à la vindicte, soi-disant cet État colonial. Et quand je vois le mensonge sur l'histoire, le mensonge permanent, C'est-à-dire mais c'est-à-dire qu'Israël, c'est pas un État colonial, il y avait une partition. Qui n'a pas voulu d'un État palestinien? Et on précise les choses. 30 secondes, je voudrais finir. Le sionisme, 30 mouvement de secondes, je libération voudrais finir. nationale. 30 secondes, Ouais. je voudrais finir. Qui n'a pas voulu de la création d'un État palestinien? Pas Israël. Mhm. Moi, j'ai entendu, par le plus grand des hasards, Yasser Arafat me dire qu'il ne voulait pas signer les accords d'Oslo. Et j'ai entendu Yasser Arafat faire référence à des entretiens qu'il avait eus avec un grand responsable français qui parle beaucoup et que je mets au défi. Dominique de Villepin. Laissez-moi finir. Mais je vous pose la question. D'accord, mais laissez-moi finir Ouais, 2 allez-y. secondes. Si, voilà. Allez-y. Je lui dis, je suis prêt à débattre avec lui quand il veut. Et je voudrais justement qu'il m'explique ce qu'il a dit à Yasser Arafat dans son bureau en tant que secrétaire général de l'Élysée sur les fameux accords d'Oslo. Parce que la vérité, c'est que la paix, elle était possible en 2000. La paix, elle était quasiment signée. Et alors ça n'a pas été suivi par Yasser Arafat, qui pensait, et qui me l'a dit en face, j'ai des témoins qui m'a dit en face, mais j'aurais un meilleur accord avec M. Netanyahou qu'avec le gouvernement travailliste. Parce qu'à l'époque, ce qu'ont dit les responsables israéliens et américains de l'époque, Jacques Chirac aurait dit à Yasser Arafat, à ta place, je ne signerai pas. Alors, la vérité historique, c'est pas celle-là. Ouais. Jacques Chirac s'est pas engagé comme ça. Mmh. C'est pour ça que je veux le débat avec M. Dominique de Villepin. Dominique de Villepin. Par rapport à... Mais donc, ce rendez-vous avec Yasser Arafat, vous étiez avec François Hollande? Non, j'étais pas avec François Non. Hollande. J'étais avec une délégation de l'Internationale socialiste qui était emmenée par le secrétaire général qui s'appelait Luis Ayala. J'étais avec le maire de Rome et j'étais avec le ministre des Affaires étrangères norvégien qui avait été celui qui avait négocié les accords d'Oslo 1. Mmh. Et nous étions au début de ce qu'on a appelé la deuxième intifada. Mmh. Et donc, nous savions, parce que Ehud Barak nous avait reçus, avec notamment Colette Avital, avec Shlomo Ben-Ami, et il nous avait présenté les éléments de ce qui était la solution la plus avancée pour la création d'un État palestinien. Derrière tout ça, il y a l'Iran. Hein, que ce soit le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. De toute manière, dans cette affaire-là, il y a effectivement un centre. L'opération du 7 octobre, ce n'est pas le Hamas tout seul qui l'a préparée. Nous le savons désormais. C'est les pas iraniens qui ont préparé cette opération, qui l'ont planifiée et qui ont recueilli aussi, parce que c'est aussi ça qui pose problème pour Israël, des informations sensibles qui ont permis la coordination et l'organisation de cette opération. Parce que quelque part, ça a marché. Hein. Au départ, ça a marché, oui. C'est une surprise. Mmh. Ils étaient convaincus qu'ils avaient... ils ont surévalué leur puissance technologique et notamment le fameux mur. Là, vous parlez d'Israël. Hein, oui, d'Israéliens. Il y avait une bonne information sur la localisation des forces militaires israéliennes et là où il faut aller. Alors l'opération, elle n'a pas pu marcher parce qu'ils ont été emportés par leur furie antisémite.
l'objectif n'était pas... l'objectif, c'était d'aller libérer une ville, notamment Ashkelon, et de proclamer l'État palestinien pour susciter le soulèvement de la Cisjordanie, etc. Ça n'a pas été le cas parce qu'une partie de ceux qui sont rentrés étaient tellement obsédés par le fait de tuer des juifs. Vous avez toutes ces scènes où on les voit. On a des scènes qui sont extraordinaires, où des militants du Hamas veulent prendre des otages, et d'autres leur disent « Mais non, on les tue, on les viole et on les tue tout de suite. » Et on entend sur le documentaire diffusé par Israël, Yehoud. Hein, On n'entend qu'une seule chose, Allah Akbar. et Yehoud. Allah Akbar, c'est pas le mot d'ordre pour la libération de la Palestine. Vous savez, dans les années 70, il y a eu un mouvement palestinien progressiste qui voulait la création d'un État. Et il criait Palestine libre, laïque et démocratique. Ce n'est plus ça qui est créé, ou multiconfessionnel. Le seul mot d'ordre qu'on avait, c'est la référence à Allah Akbar et à tuer du juif. Voilà. Et c'est en ce sens-là que le monde entier ne comprend pas ce qui est en train de se passer. C'est que tous les juifs du monde ont dit, à la lecture de ça, ils ont dit donc c'est plus le débat pour la libération de la Palestine, c'est plus le débat sur la création d'un État palestinien. Ils veulent détruire les juifs et l'État d'Israël. Vous parlez de la paix, vous avez toujours été un homme de paix, Julien Drey. Comment vous envisagez l'après-guerre de Gaza? Est-ce que vous croyez toujours en la paix, à la paix, et à quelle paix? La paix, on ne la fera pas, ni avec le Hamas, ni avec le Hezbollah. Ça veut dire qu'il faut les éradiquer? Et tant qu'on n'aura pas traité la question iranienne, c'est-à-dire ce que représente le régime théocratique iranien, on n'avancera pas. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire la guerre à l'Iran, mais il y a une question qui est posée, c'est d'arriver à affaiblir la mainmise que l'Iran a opérée sur le Yémen, sur le Hezbollah, sur le Hamas, pour l'amener à reculer et permettre surtout au peuple iranien de se libérer de ce régime démon-là, parce que c'est l'aspiration profonde du peuple iranien et des femmes iraniennes, notamment, qui sont exemplaires dans leur combat aujourd'hui. Et qu'on a oublié. Hein. Voilà, qu'on regarde de loin. Hein. De temps en temps, il y a une petite déclaration pour faire semblant, mais on devrait les soutenir au quotidien. Les sanctions devraient être renforcées contre l'Iran. Elles ne le sont pas. On négocie, on essaye de trouver. Les Américains jouent un jeu compliqué dans cette histoire. Ça a commencé avec M. Obama, ça a continué, quoi qu'il en dise, avec M. Trump, qui faisait semblant d'un côté de dire qu'il était dur, mais de l'autre côté retenait la main d'Israël quand elle voulait faire un certain nombre d'opérations pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe atomique. Voilà, donc, mais c'est un ensemble qu'il faut traiter aujourd'hui. Mais quand vous dites Hamas, Hezbollah, ça veut dire qu'il faut les éradiquer? Ça veut dire que le Hamas... Et comment? Le Hamas a été très affaibli. Il a perdu il a emmené, c'est ça qui est terrible, il a emmené la population de Gaza au drame. Et quand j'entends tout ce qu'on me dit, les bombes, les machins, mais il y a quand même deux questions qui se posent, auxquelles je n'ai aucune réponse. Ils avaient des tunnels. Pourquoi ils n'ont pas donné la possibilité à la population de Gaza de se protéger dans les tunnels? Ils ont dit, ah ben non, c'est pas notre rôle. C'est le rôle des organismes internationaux. Mais la deuxième question, la plus importante, vous avez vu cette infrastructure? Vous avez vu donc l'argent qu'il a fallu dépenser pour créer cette infrastructure, cette ville souterraine où des voitures peuvent, où il y a des circuler. Bon, tout cet argent, s'il avait été mis aussi, si le Hamas était le représentant du peuple palestinien, il l'aurait mis au service de Gaza. Et Gaza serait aujourd'hui la perle de l'Orient. Alors il y a aussi cette perspective qu'on a apprise hier d'un accord entre Israël et le Hamas autour de la libération, notamment de 40 otages. Oui, c'est une des questions qui est posée aujourd'hui, parce que le dernier bastion du Hamas, c'est ce qui se passe à Rafah. On pense qu'il reste encore 3-4 bataillons constitués là, et que l'opération est difficile à mener parce qu'il y a une surconcentration de population civile, etc. Mais moi, je pense surtout que la cible d'Israël, c'est de décapiter la direction du Hamas, et qu'elle pense, si elle fait l'accord là aujourd'hui, une partie, malheureusement, s'est déjà sauvée en Égypte. Alors, ce qui a marqué les esprits depuis le 7 octobre... En Égypte, plus exactement, est passé par les tunnels égyptiens, puis ils ne resteront pas en Égypte. Pour fuir. Ils iront dans les beaux hôtels à Doha. C'est donc la position de LFI, ce qui a marqué les esprits depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Mélenchon et ses amis de LFI, depuis des années, multiplient les déclarations et tweets au Roland nauséabonds sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, Elisabeth Borne, Ruth Elkrief, Pierre Moscovici, et vous-même d'ailleurs, hein, vous vous souvenez de ce qui avait été dit sur nous deux par Mélenchon. Mélenchon, c'est quoi? Mélenchon, c'est un militant trotskiste dégénéré. C'est-à-dire qu'il a abandonné
le cœur même de ce qu'était le trotskisme pour en rester à sa caricature. Sa caricature, on l'a trouvée en Angleterre. Parce que sa racine historique, elle est là. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard sur la place d'un certain nombre de dirigeants de la France insoumise auprès de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont été formés par l'école qui représentait M. Corbyn, qui représentait M. Tony Cliff en Angleterre, et qui considère, parce que c'est une théorie, que l'allié aujourd'hui, le nouvel allié dans la lutte contre l'impérialisme américain, c'est les masses islamistes, et qui fait donc l'impasse sur ce que représentent ces masses islamistes et le contenu qu'elles portent. Antisémite ou pas Évidemment. Mais dites-moi ça précisément. Oui, les positions des forces islamistes, l'islamisme est consubstantiellement antisémite, et à partir de là, on cohabite avec des antisémites. Voilà. Alors eux, ils vont venir la main sur le corps, dire que non, pas du tout, ils ne sont pas antisémites, etc. Mais l'antisionisme militant tel qu'il est porté par ces forces-là, c'est la nouvelle version de l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon, vous avez été son compagnon de route dans les années 90 au PS. C'était pas le même à l'époque? C'est une vraie question. Il vous a trahi? C'est une vraie question. Je n'emploie pas le terme trahison. Je pense que sur un certain nombre de questions internationales, il évitait le débat. Parce que sur le fond, il avait déjà des convictions établies. Mais il évitait le débat, il évitait la confrontation. Et c'est en sortant du Parti socialiste qu'il a pu se réapproprier cela. Voilà. Au sein du Parti socialiste, il s'abritait derrière le discours mitterrandien qui était, d'un point de vue presque œcuménique. On était pour 2 États, voilà. Et puis, les choses ont évolué. D'ailleurs, il le dit lui-même, je ne trahis rien. Il dit, c'est à partir de 2010 que j'ai pris conscience de ce qui se passait à Gaza, etc. Voilà. Donc, est-ce que c'est des révélations ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui était au fond de lui-même et qui le ressort? Et donc, j'ai ma réponse à la question, vous allez la lire dans pas longtemps. Et vous n'avez pas répondu à ma question, c'est un antisémite ou pas? Je ne pose pas la question comme ça, parce que je pense que ça, c'est la manière de lui permettre de s'en sortir. Je lui pose la question d'une autre manière. Est-ce que son nouvel allié, c'est les forces islamistes? Et vous dites oui. Et je dis oui, parce qu'il l'a écrit. Ouais. Ses amis l'ont écrit. Et donc, il fait alliance avec des antisémites. À partir du moment où vous faites alliance avec des antisémites, vous ne pouvez pas dire je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme. Donc il est quelque part antisémite. Ça, c'est... Moi, c'est moi qui conclue. Ça, c'est une facilité de langage que je ne veux pas employer parce que ça lui permet après de se défendre en disant mais pas du tout, comment vous pouvez me reprocher ça, etc. Et tout. Est-ce que par leur déclaration, leur stratégie, Mélenchon et ses amis mettent en danger les Juifs français? Alors, non, je vais répondre. Par leur déclaration et par leur prise de position, oui, ils participent de la montée de l'antisémitisme. Ça, c'est incontestable. Ils mettent en danger les Juifs français? Et ils mettent en danger au sens où ils amènent tous les Juifs français à se poser cette question que tout le monde se pose. Est-ce que nous sommes les derniers des Juifs en France? Vous avez pensé à quitter la France, vous? Je n'ai pas pensé comme ça. Je pense parce que c'est pas le problème, c'est pas quitter la France pour aller faire son alia ou je sais pas quoi. La question c'est est-ce que la France va rester celle que j'aime, c'est-à-dire une France laïque, universelle, tolérante, qui donne sa place à chacun comme citoyen. Est-ce qu'elle va garder ça? Ça c'est la France. Le reste c'est autre chose. Alors au passage, LFI a déposé 21 signalements devant l'Arcom visant notamment BFM TV, CNews, Europe 1 et C8, après avoir déposé d'abord initialement plainte contre Radio J et moi-même d'ailleurs. Le procès en référé a lieu ce mardi à propos des déclarations d'Amine El-Khatmi dans l'émission Les Enfants de la République sur Radio J. Mélenchon dénonçant le traitement médiatique inadmissible qu'LFI subit de la part de certains médias depuis 7 octobre. Non, mais c'est une méthode. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ne vous trompez pas, c'est une méthode qui s'appelle le terrorisme intellectuel. Terrorisme intellectuel? Oui, c'est une méthode. Vous savez... Qui doit mener à quoi? Qui doit amener à une pression permanente sur l'ensemble des structures de terroriser les médias? Voilà. La presse? Oui, c'est pour ça que j'ai employé terrorisme intellectuel. Vous savez, l'Arcom reçoit des dizaines de lettres des députés LFI. Pourquoi? Parce que comme ils s'en foutent de leur implantation locale, leurs stagiaires, leurs permanents, voilà, ils passent leur temps à faire des lettres, etc. Donc dès que vous dites quelque chose, il y a une lettre à l'Arcom. D'ailleurs, regardez sur Twitter, ils passent leur temps à dire « signalons à l'Arcom, signalons ». Donc c'est une pression permanente sur les institutions. Dérive sectaire, dérive totalitaire? Une dérive de terrorisme intellectuel. Voilà. Et ce terrorisme intellectuel, il vise à faire que tout le monde commence à dire attention, il faut faire, on va et à reculer dans le combat. Et donc vous dites il ne faut pas reculer? Ah, mais moi je recule pas d'ailleurs. Vous allez voir dans les semaines à venir que je recule pas. J'ai pas l'habitude de reculer. Et je veux la confrontation intellectuelle. Pas dans les caricatures, sur le fond idéologique. Parce que je pense qu'il y a trahison par rapport aux engagements initiaux. Parce que puisqu'ils sont trotskistes, alors qui relisent
les positions de Léon Trotsky, telles qu'il les défendait en 1938. Terrorisme intellectuel, ça mène à quoi? Terrorisme intellectuel, ça mène à une pression sur l'ensemble des institutions pour qu'elles soient... Non, mais c'est un danger pour la démocratie? Bah évidemment que c'est un danger pour la démocratie, puisque ça veut dire qu'on vise à censurer la parole de ceux qu'on veut censurer. Voilà. Et c'est toujours celui qui crie au loup, qui en général a des accointances avec le loup. Mélenchon. Monsieur M, oui. Monsieur M. Voilà. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, Monsieur M. Et alors, la question que certains posent, y compris à gauche aujourd'hui, qui est le plus dangereux pour la démocratie, c'est Mélenchon ou Le Pen, ou c'est les deux en même temps? Moi, je pense qu'il faut pas... c'est pas fromage ou dessert dans cette affaire-là. Ouais. Je pense qu'il faut avoir sa ligne républicaine. Et il faut juger par rapport à une ligne républicaine. Et il ne faut pas oublier le passé, trop vite, donner des blancs-seings aux uns par rapport aux autres. Et je vais vous dire, ceux qui défendront le mieux les Juifs, c'est d'abord et avant tout la République. Et c'est elle qu'il faut faire vivre dans ses principes. Et lorsqu'elle recule dans ses principes, lorsqu'elle considère que les Juifs français sont mis au banc ou qu'elle cède elle n'est plus la République. Et elle n'est plus la France qu'on aime. Il y a un danger aujourd'hui. Le danger existe de voir Marine Le Pen élue en 2027. Moi, je ne suis pas dans la diabolisation. Parce que je pense que ça sert à rien, c'est fini. Y compris parce que Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen, parce que habilement elle a su s'émanciper, parce qu'elle a su constituer un entourage qu'on ne peut pas qualifier de la même nature que l'entourage précédent, etc. et tout. Mais le problème, c'est que elle a d'abord derrière elle des forces sociales qui, quand ils disent on est chez nous, cela, on sait ce que ça veut dire. Ouais. Vous et moi, on n'est plus chez nous. Que les choses soient claires pour eux. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que si un certain nombre de Juifs français ont tendance à penser que désormais leur meilleur allié c'est l'extrême droite, ils se trompent. Voilà. Ils se trompent et ils seront bernés. Et s'ils pensent que c'est Mélenchon, pareil. Oui, évidemment, ça se discute même pas. Leur meilleur allié, c'est la République. Et donc, je suis content, si vous me permettez de dire ça. Je suis content parce que je vois que depuis le 7 octobre, une jeunesse juive qui était peut-être parfois une jeunesse dorée, comme moi, parce que nous, on était les enfants gâtés de la Shoah, on était protégés par le plus jamais ça, etc., soit en train de revenir à l'action militante. Ne pense plus simplement à sa propre histoire personnelle, mais revient à l'action militante. Et qu'elle revient sur une ligne qui est une ligne républicaine. Merci en tout cas, Julien, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci à vous.